Attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs, amis jeunes, vous êtes bel et bien sur Bonferré Télévision et Radio. Le seul rendez-vous que vous savez, c'est votre émission Jeunesse Active, l'émission que vous donne l'AMN et Bonferré Télévision chaque vendredi. Chaque vendredi pour vous entretenir, pour éveiller la conscience des jeunes, pour vous parler des questions d'actualité, bien évidemment, dans la dynamique de la formation que s'est donnée notre structure. Notre problématique du jour de ce vendredi porte sur l'actualité que vous connaissez déjà, la République du Niger. La République du Niger, dans 72 heures exactement, aura 65 ans. 65 ans de commémoration, 65 ans de République. Après la proclamation de cette République, il y a de cela 65 ans exactement, je le disais, le Nigérien lambda se pose la question de savoir cette République du Niger, à quoi a-t-elle servi concrètement? Quel regard faut-il porter? Qu'est-ce qu'il faut dire de la République du Niger 65 ans après? Quelle analyse et quel bilan, si on peut se le permettre? Fidèles téléspectateurs, amis jeunes, 65 ans après, les Nigériens se veut de savoir et de comprendre à quoi a servi réellement la République. Pour le Niger, quelle rétrospection et quelle perspective? Encore que cette année, nous le savons tous, la commémoration des 65 ans de la République du Niger intervient dans un contexte particulier, un contexte que nous connaissons tous, un contexte qui suscite d'autres analyses, qui suscite de nouvelles perspectives en termes de refondation, en termes d'orientation, en termes surtout de développement et de souveraineté, d'affirmation de toute la souveraineté et de toute l'indépendance de notre pays. Voilà ce qui constitue en quelque sorte le menu de ce rendez-vous. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Dr Zaberou Sanda, il est historien. Docteur, salam alaikum. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation malgré sûrement votre calendrier chargé. Nous serons en ligne par téléphone avec Dr Sido Adamou qui est à l'université de Zender. Le docteur sera avec nous incessamment au cours de ce débat. Vous également, nous vous disons merci. Merci de prendre place et de nous suivre. Alors, docteur, je l'annonçais tantôt, dans 72 heures, nous allons commémorer les 65 années de la République du Niger. Et comme je l'ai aussi rappelé, encore que cette année, la République, cette commémoration intervient dans un contexte assez particulier que nous connaissons tous. Alors, pour la jeune génération qui, chaque 18 décembre est décrété jour férié, qui n'arrive pas à pénétrer le contenu réel, les enjeux historiques liés à cette commémoration, à cette proclamation de la République, vous, en tant qu'historien, quel contenu vous pouvez donner brièvement aux jeunes aujourd'hui qui vous suivent sur la République du Niger? Alors, merci. Je remercie d'abord l'association des étudiants et musulmans du Niger, la radio Bonferré, qui a apporté le choix sur moi aujourd'hui pour venir discuter de cette problématique aujourd'hui avec vous. Mais avant, je donne une petite correction. Je suis docteur en géographie, bien que nous sommes des cousins aux historiens. Souvent, ça se complète, les formations sont en continu. Et pour les téléspectateurs, comme je l'ai dit tantôt, je suis docteur en géographie, je suis enseignant, j'œuvre dans le domaine de la culture et de la protection de l'environnement en tant que secrétaire général d'une ONG qui s'appelle Revatec, Revalorisation du tourisme, de l'environnement et de la culture au Niger. Donc brièvement, voilà en termes de présentation ce que je vais dire. Mais en termes de la République, c'est une problématique très intéressante, surtout lorsque aujourd'hui, si nous projetons un regard sur notre société, on se rend compte que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes surtout, ignorent c'est quand même la République. Ouais. Ont abandonné certaines valeurs de notre République, donc il va falloir vivifier l'esprit, il va falloir amener ces jeunes à s'intéresser à cette problématique pour qu'ils connaissent évidemment et en réalité c'est quoi leur pays, Oui. quel est le parcours qu'on a suivi pour arriver là. Alors lorsqu'on dit République du Niger,
c'est vraiment une histoire très longue. Et ça nous ramène directement à la colonisation parce qu'une république ne se crée pas comme ça. Oui. Ça remonte à la période de la colonisation où les Européens étaient venus envahir le continent africain et particulièrement la France et l'Angleterre qui se sont intéressés à l'espace nigérien ont fait des va-et-vient, des conventions, tout ça là pour arrêter un consensus autour de l'espace nigérien qui, à l'issue de ces consensus-là, la France va se retrouver avec un morceau d'un territoire qui s'appellera plus tard la République du Niger, à l'issue de plusieurs conventions, notamment depuis 1898 jusqu'à 1906. Donc, la République du Niger, il faut le dire, fait partie des grands regroupements que la France a créé en Afrique occidentale, qu'on appelle l'AOF, que généralement les historiens appellent les AOFiens. Et maintenant, pour ramener un peu la population à côté de l'administration, ces grands regroupements qui concernaient pratiquement tous les pays occidentaux, toutes les zones occidentales colonisées par la France, avaient effectivement divisé ces zones-là en territoires. Et c'est dans ce sens-là que le Niger s'était retrouvé dans ce qu'on appelle le 3e territoire militaire, en 1902. Bien avant donc cette date, déjà en 1901, Péroz qui était à Zender, et déjà en 1903, Sansan Hausa, où ces villages qui est historique aujourd'hui, bien que certains amis, certains jeunes du Niger ne connaissent même pas l'histoire de Sansan Hausa, maintenant ils vont s'intéresser justement aujourd'hui, qui était capitale du Niger à l'époque. Okay. Donc après, maintenant, suite à la réorganisation, la capitale va être amenée à Niamey en 1903. Et donc, à partir de ce niveau, la réorganisation du territoire du Niger va continuer jusqu'en 1905, où maintenant le 3e territoire militaire va prendre le nom du territoire militaire du Niger. Et là, jusqu'en 1911, où la capitale va être transformée à Zander, compte tenu de certains réaménagements du territoire. Et là, en même temps, vu la proximité des Anders avec les Nigériens, les grands voisins, et un peu les problèmes de l'eau que certaines sources évoquaient déjà, il a été jugé utile de ramener cette capitale-là à Niamey à partir de 1922. Donc là, 1911-1922, la colonie va revenir à Niamey et que maintenant, à partir de ce moment, la ville de Niamey va être la capitale de Niamey à partir du Niger à partir de 1922. Donc jusqu'à 1922 à nos jours, on a une capitale du Niger qui s'appelle Niamey. Et donc c'est à partir de 1922 qu'on a créé la colonie du Niger. Donc à partir de 1922, il y aura ces grands mouvements de Seconde Guerre mondiale qui vont entrer en jeu. Et maintenant, d'abord en 1918, 1914-1918, avec la participation certainement de nos grands-parents. Et puis de 1939 à 1945, nos grands-parents également ont participé. Maintenant, après la Seconde Guerre mondiale, déjà en 1946, l'éveil de conscience commence. Les écrivains, comme vous le savez, écrivaient pour exiger qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des populations indigènes, c'est-à-dire des populations colonisées. Et c'est dans ce cadre-là que la France va autoriser un mouvement d'émancipation sur la création des associations, la création des partis politiques. Ces partis politiques que nous avons connus, tels que par exemple les PPN-RDA, qui vont être les premiers partis politiques au Niger, par exemple les PPN-RDA, puis INSPI, le Bloc nigérien d'action, vont œuvrer jusqu'à ce que la France accepte, dans le cadre de sa réorganisation du territoire, accorder la République du Niger à la date du 18 décembre 1958. Voilà le contexte tumultueux dans lequel la République du Niger était créée. Très tumultueux d'ailleurs. Justement, docteur, comme vous le rappelez, le temps de rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes sur Bonferré Télévision, vous suivez votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous abordons la question d'actualité encore dans 72 heures, dans 3 jours exactement, la commémoration de la 65e anniversaire de la proclamation de la République du Niger sera faite. Votre émission aujourd'hui aborde cette problématique avec Dr Sanda Zaberou qui est avec nous sur ce plateau. Docteur, ce rappel très intéressant, ce rappel historique très intéressant du contexte de proclamation, du contexte de la République du Niger que vous évoquez là. Alors cette proclamation, cette République du Niger, est-ce qu'elle a un lien avec l'indépendance, avec la souveraineté du Niger? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut évaluer en termes de valeur ajoutée qu'on dise que le Niger est devenu une république à partir de
1958, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée aujourd'hui en termes de contenu et de fond? Donc, merci. Lorsqu'on regarde le Niger en tant que république, Oui. certainement, le contenu est riche en informations. Certaines informations sont bonnes, d'autres sont au contraire mauvaises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, les contextes dans lesquels nous avons vécu, quand on dit république, ça donne une certaine autonomie. Donc c'est déjà un gain, c'est déjà une valeur ajoutée. Cet espace qui a été colonisé par l'envahisseur, et aujourd'hui en 1958, elle a eu son indépendance, donc elle a une certaine autonomie qui va lui permettre de réfléchir et de prendre les pistes pour son développement. Donc le mot même république, qui confère comme sa définition un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues par le peuple, c'est déjà bien. Ça veut dire que désormais avec la République, nous allons élire notre dirigeant et pas quelqu'un va venir de l'extérieur nous gouverner. Donc c'est déjà une valeur ajoutée. Alors là, à partir de ce moment, dans cette République, depuis 1958, de 58 à 1970, il faut se dire que alors la création de la République en 1958 ne veut pas dire automatiquement indépendance. Les acteurs, les partis politiques, les associations, les écrivains ont continué à partir de 1958 à dénoncer les travers de la colonisation, tout ce que vous savez comme la littérature engagée. Donc là, à partir de ce niveau, la France va se rendre compte qu'il faut changer de méthode, qu'il faut changer de paradigme. Et maintenant, amener les Africains à s'intéresser, s'ils sont d'accord de vivre avec la France, ils vont être indépendants et devenir et former la communauté française avec la France, ou bien se séparer pour vivre dans l'autonomie totale comme ce que la Guinée avait fait. Donc c'est comme ça, les Nigériens vont avec un vote massif soutenir cette optique d'être indépendant, même de continuer avec la France, avec un vote jusqu'à 99 et quelques %, où même le vote a été caractérisé par des hauts et des bas, de toute propagande, etc., etc. Donc là, ce qu'on retient, c'est que nous avons acquis notre indépendance. Et cette indépendance a permis d'installer les premiers gouvernants. Le premier gouvernement du Niger, à la tête duquel le président était Diori Hamani. Donc vous voyez déjà, si on nous confère la gestion de notre territoire, c'est un avantage. Ça va mieux que lorsqu'on dit, ah, c'est quelqu'un qui nous dicte ce que nous allons faire. Dans tous les cas, il y a quelque part une marge de souveraineté. Donc, la création de la République Niger nous a donné cette marge de souveraineté. Nous devenons alors, à partir de ce moment, souverains. Donc, la souveraineté, c'est un mot ici important, où la République du Niger était dotée de son drapeau, de son hymne national, de ses armoiries, et la République du Niger va être dans le concert de la nation. Partout où on chante les hymnes nationaux, l'hymne national du Niger, même si aujourd'hui, dire l'hymne national du Niger, c'est encore un autre souci. Oui. Au lieu de dire l'hymne national, c'est maintenant l'honneur de la patrie. Donc, aujourd'hui, où on va dans le monde, si c'est un rassemblement de tous les pays du monde, on est obligé de faire retenter notre honneur de la patrie. Et ça montre que quelque part dans le monde, dans un coin du monde, il y a un pays qui s'appelle le Niger. Et que de tous ces regroupements, le Niger va en tirer profit. D'accord. Alors, docteur, peut-être avant de prendre docteur Sido en ligne, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement aux Nigériens lambda qui pensent quand on dit République du Niger, c'est une république sur papier. Que dans le concret, il n'y a absolument rien de république pour le Niger. Que le Niger, quand on parle de Niger, est un pays souverain, est un pays indépendant, quelle souveraineté? Quelle souveraineté aujourd'hui quand on évalue dans les faits, on peut dire que le Niger n'est pas souverain. Alors, c'est cette mentalité-là à laquelle il faut préparer une réponse. Vous, en tant que chercheur, vous, en tant qu'universitaire, chercheur de universitaire, quelle réponse donnez-vous à ces jeunes Nigériens qui pensent que la République n'est rien d'autre qu'un simple papier, un simple octroi, comme on appelle, proclamation donnée au Niger? Alors là, je leur répondrai tout simplement de se désillusionner, parce que ce n'est pas quand même un vain mot. Tout à l'heure, j'ai dit la souveraineté. Oui. Nous avons notre souveraineté. Maintenant, si vous avez votre souveraineté, quitte à vous de jouer à bien cette souveraineté, ou bien d'être malmené. Voilà donc le mot sur lequel certains Nigériens comptent pour dire que notre indépendance ou notre république ou notre souveraineté est un vain mot. Donc, à partir de ce moment, puisque nous avons une république, et que maintenant certains Nigériens considèrent que c'est un vain mot, c'est 17 papiers, et tout justement, ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que quand on regarde comment
s'effectue, comment fonctionne l'État, les organes de l'État, comment fonctionne le rouage de l'État, on se rend compte que notre constitution est calquée à ce qui est déjà en Europe et directement lié à la vie de la France. Donc, c'est cette attitude de lier la France au Niger fait en sorte que les Nigériens aujourd'hui s'amènent à dire que le Niger a une souveraineté sur papier. Souvent aujourd'hui, nous voyons les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu la colonisation, à chaque moment, ils voient nos dirigeants aller en Europe, aller en Europe, aller en Europe. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils partent faire en Europe? Ils prennent des décisions pour calquer sur nous, ils prennent des décisions pour exposer sur nous, pour nous amener à suivre ces décisions obligatoirement, ou bien ces décisions-là, c'est pour autre chose. Et on se rend compte que les décisions que nos dirigeants prennent proviennent de l'extérieur. Évidemment. Et voilà justement la raison pour laquelle certaines catégories de Nigériens ou certains jeunes Nigériens pensent que cette souveraineté-là est une souveraineté sur papier. Sur papier, justement, oui. Docteur. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous êtes sur Bonferré, vous suivez Bonferré Télévision, vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Jeunesse Active de ce vendredi vous traite une problématique assez d'actualité, une problématique assez importante pour la jeune génération aujourd'hui. Nous parlons en bref de la République du Niger, 65 ans après. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, nous allons prendre en ligne Dr Sido Adamou, qui est du côté de l'Université de Zender. Docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Bonferré, docteur. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Zender. Nous parlons de la République du Niger, 65 ans après, acquis et responsabilité. Alors, nous avons sur ce plateau Dr Sanda Zeberou qui vient de nous rappeler le contexte historique de la proclamation de la République du Niger. Alors, docteur, vous, quand on vous demande à vous en tant que chercheur aussi, le contenu que vous donnez à la République du Niger, 65 ans après, en termes d'acquis ou en termes de responsabilité? Alors, en termes d'acquis, merci beaucoup d'abord, Seydou, pour cet honneur. Merci Bonferré, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci, docteur. On peut parler d'acquis, on pourrait dire justement au moins que le Niger est parvenu au moins à exister par son nom, qu'on a désigné par République du Niger. Oui. Ensuite, au-delà, nous avions eu les autres prérogatives, c'est-à-dire l'armoirie, l'hymne national et tout ce que ça représente. Donc, formellement, en termes politiques, le Niger existe en tant que pays qui décide de lui et qui a en tout cas une certaine indépendance. Maintenant, ça, ce sont les acquis. Oui. Maintenant, en termes de responsabilité, on pourrait dire aujourd'hui, au vu du vent nouveau qui souffle sur notre pays, que c'est comme si, auparavant, on ne pourrait pas dire que le Niger n'existait pas, mais il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. D'accord. Aujourd'hui, réellement, si véritablement ce que, à partir du 26 juillet, a été amorcé après le coup d'État, on peut dire justement qu'aujourd'hui que nous sommes en train d'amorcer notre souveraineté. D'accord, docteur. Et amorcer notre souveraineté voudrait dire effectivement que ce qui a été fait en termes d'accords coloniaux, parce que je crois que la majorité de nos citoyens, la majorité de nos compatriotes ne sont pas informés sur le fait que les États africains... Oui, docteur. Alors là, on doit avoir un souci de... Les 10 accords secrets. Ok, docteur, vous êtes là. Dans ces 10 accords secrets, je vais rappeler seulement un ou deux. D'accord. Qui constitue le nœud gordien qui a comment est-ce qu'on appelle, carrément court-circuité le développement de nos pays. Le premier, c'est d'abord l'imposition, par exemple, du français comme étant la langue officielle. C'est une obligation pour les pays. Ok. Or, nous savions déjà que la langue, c'est le moteur du développement. Oui. L'imposer à une personne pour lui dire qu'il va se développer ou qu'il va faire promouvoir sa culture, quelque part, il y a un problème. Le deuxième aspect, c'est la question économique. Oui. Il y a un article qui dit que nos pays ont le devoir Alors, on doit avoir un souci de ligne. à la Banque de France. Ok, docteur, oui. Avec 60% de leurs réserves.
60% de leurs réserves, s'ils veulent prendre, ils peuvent prendre que les 40% de ce qu'ils ont comme ressources. D'accord. Ça, c'est du côté économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute transaction économique que le pays doit faire doit obligatoirement passer par la France. En termes de ressources minières, une des lois ou un des articles de ces 10 accords dit que nos pays n'ont pas le droit de vendre leurs ressources minières à qui que ce soit au monde si la France n'a pas dit je ne veux pas. D'accord. Vous voyez, dans toute situation, ça veut dire que les peuples ont été grusés. Les peuples ont été trompés et effectivement, il nous faudrait quand même partir sur de bonnes bases. Et ces bases-là, aujourd'hui, les pays, en tout cas à travers l'Alliance des États du Sahel, sont en train de les lancer. D'accord, nous allons en venir sûrement, docteur, dans les perspectives. Alors aujourd'hui, les 65 ans après, docteur, vous l'avez sûrement anticipé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des ratés, ou bien il y a des ratés dans Il y a eu énormément de ratés. Et il y a eu énormément de méchanceté de la part des pays colonisateurs qui n'avaient pas laissé effectivement le choix aux dirigeants. Parce que vous vous rappelez déjà que tous les présidents qui ont essayé quand même ont subi le sort des coups d'État. Il me semble qu'apparemment, c'est comme si c'est pour la première fois qu'il y a eu coup d'État au Niger et c'est le seul coup d'État qui est en train de faire des vagues. Or, si nous regardons l'histoire du Niger, nous sommes à notre 5e, sinon notre 6e, 7e même coup d'État. Parce qu'il y a eu 2 coups d'État manqués. Ouais. 2 coups d'État manqués, plus les 5 qui se sont confirmés, ça fait déjà pratiquement 7. Et pourtant, les 6 autres n'ont jamais été autant décriés que ce coup d'État-là parce qu'il y a plus ou moins une sorte de décision de nos pays pour aller vers la souveraineté et se débarrasser effectivement de ces accords coloniaux. Ah oui, dans les accords coloniaux, il y a aussi le fait que nous avions le devoir de former nos officiers en France. D'accord, docteur. Alors finalement, pour vous, la République a été quoi concrètement pour le Niger, docteur? Bon, la République a été juste un prête-nom qu'on nous a donné, tout en étant énormément surveillé. Et aujourd'hui, en tout cas, nous avions pris cette décision. De manière unanime, le peuple souverain du Niger a dit nous allons vers notre souveraineté. Je crois qu'à partir de cet instant, nous sommes en train de, comment est-ce qu'on appelle, de descendre la pente pour aller effectivement vers cette étape. Sinon, de tout temps, c'était vraiment un prête-nom. C'était juste, allez-y faire, nous allons observer, c'est tout ce qui existe. D'accord, docteur. Les autorités n'avaient pas les coups de franche. Les pouvoirs politiques ne pouvaient pas décider des pays, des politiques de développement qu'ils veulent, même si on nous avait donné des semblants d'indépendance et des semblants de souveraineté. D'accord, docteur. Il y a quand même une mise importante de l'extérieur qui freinait énormément tous les élans de développement. Justement, docteur, nous avons saisi le message. Nous allons vous revenir, docteur. La ligne commence à nous laisser faire. Nous vous reviendrons tout à l'heure, docteur. Alors, tout ça, on vient d'écouter docteur Sido qui vient donner son point de vue, son analyse sur la République du Niger. Alors, selon vous, est-ce que quand on regarde cet évaluatif que vous venez de faire, peut-être qu'il faut faire une synthèse ou bien un récapitulatif pour les jeunes d'aujourd'hui, puisque l'émission s'adresse aux jeunes, la République du Niger, quels sont les points positifs et quels sont les ratés? Alors, c'est un exercice très difficile. Ouais. Aujourd'hui, mais quand même important, parce que comme vous le dites, nos jeunes aujourd'hui doivent savoir qu'est-ce qui a été fait de bon et qu'est-ce qui a été fait de mauvais. Alors, la colonisation d'abord, elle a fait ses bienfaits, comme on dit. Elle nous a permis de connaître un peu les autres, d'avoir cette langue, parce que c'est avec elle que nous communiquons. Ouais. Donc, d'abord, je parle de la colonisation. Elle a permis à notre pays, jadis colonie, de s'organiser en association, de s'organiser en parti politique, de créer les conditions pour un envol, pour une responsabilisation, pour une autonomisation. Et en même temps, elle a eu à réaliser quelques infrastructures, dont les infrastructures scolaires, sanitaires, tout ça là. Maintenant, ce qui est marrant,
dans cette affaire, les points les plus mauvais que la colonisation nous a légués, c'est cette division qu'elle a entraînée en nous. D'accord. Division qu'elle a entraînée en nous. Elle nous a profondément divisés. Alors, si je dis la colonisation nous a divisés, parce que je me souviens, quand on lit la littérature, puisque nous sommes des jeunes, nous n'avons pas vécu les événements. Déjà en 1948, avant cette date, les seuls partis politiques qui existaient étaient les PPN-RDA, animés par des grandes personnalités comme Issifou Seydou Jarmakoy, Bobo Hamma, Djori Hamani, Léo Georges Gwanda. Issifou Seydou Jarmakoy qui était le premier bachelier du Niger. Et dans ce cadre, ou dans ce cadre du moins de réorganisation, elle était venue ici au Niger pour diriger le mouvement politique, mais malheureusement, elle s'était rendue compte qu'il y a déjà un terrain qui a été préparé et elle ne voulait pas, il doit suivre les autres. C'est pourquoi elle a suivi. Et maintenant, en 1948, la France avait tout fait pour diviser les Africains, en leur disant que le monopole de la gestion, par exemple, des partis politiques, tout ce qui est poste de responsabilité à l'intérieur du PPN-RDA était du ressort de l'Ouest. Et elle a mis en préparatif les gens de l'Est pour leur amener à créer un parti politique qui s'appelle INIS. Donc, tout ce qui est division des partis politiques aujourd'hui, tout ce qui est concassage des partis politiques aujourd'hui, que les jeunes Nigériens doivent savoir que nous l'avons hérité de la colonisation. C'est intéressant de le comprendre. Nous l'avons hérité de la colonisation. Voilà ce que nous avons comme acquis de la colonisation. C'est les positifs, les voilà, c'est les négatifs, les voilà. Et vous ne pensez pas que cela répond au principe diviser pour mieux régner? Effectivement, c'est le principe de diviser pour mieux régner. Et voilà, c'est que là où ça nous a amené. Un autre problème, c'est que lors des élections de 1958, aujourd'hui, dès qu'on fait une élection en Afrique et généralement au Niger, des gens qui disent vol. Oui. Nous l'avons hérité également de la colonisation. Les élections de 1958 ont prouvé que souvent on dit on dispatchait même les bulletins par avion. Et que certaines sources indiquaient que le nombre de voix trouvées dans l'île, dans la région d'Agadez, dépassait déjà la population d'Agadez. Le nombre de bulletins trouvés dans l'île dépassait la population d'Agadez. Stupéfaction, docteur. Alors si aujourd'hui les gens disent dans tel ou tel parti on a eu des pourcentages, etc., surprenants, alors ça veut dire que quelque part, c'est ce que nous avons hérité. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Nous sommes en train de reconduire ce qu'on nous a légué. Comme la façon dont nous sommes en train de parler de cette langue aujourd'hui, nos comportements n'ont pas changé. Et les jeunes Nigériens doivent savoir ça. D'accord. Maintenant, après, les Niger indépendants, tout ce qui est coup d'État, moi je vais les résumer en deux mots, dont l'un est le corollaire de l'autre. Les jeunes Nigériens doivent savoir que, en réalité, lorsqu'on fait un coup d'État et on annonce malgouvernance, sécurité, tout ça là, problème alimentaire, nous devons savoir, nous en tant que jeunes, que quelque part, il y a un problème de personnes. Le problème des personnes est, pour la plupart des cas, c'est qui nous amène dans cette situation. Et c'est ce même problème qui conduit à une crise institutionnelle. Quand vous regardez ces faits-là, nous l'avons hérité depuis la conférence nationale. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À la fin de la conférence nationale, on a créé le Haut Conseil pour la République, ce qu'on appelle les HCR, et un gouvernement dirigé par un premier ministre. Avec tous les pouvoirs. Avec tous les pouvoirs possibles. Et on s'était rendu compte que ces deux personnes-là étaient deux personnages de tempéraments différents. Et leur problème a amené le Niger dans une crise institutionnelle. Où finalement, nous avons connu le coup d'État comment on appelle ça, des Barry. Et après, quand Barry avait pris le pouvoir, il a organisé ses élections. Tout ce qui nous connaissons, il a gagné les élections. En même temps, les Nigériens ont commencé à dire que le pouvoir là, il est encore redevenu un problème de personnes parce que la famille du président faisait trop de mainmise sur certaines décisions de la République. Or, la République, ce n'est pas une famille. Ouais. La République, ce n'est pas un parti politique. Donc, il y a un problème de personnes. Et ces problèmes de personnes nous amènent directement aux crises institutionnelles. Et lorsqu'on regarde même le premier gouvernement après la conférence nationale, le gouvernement de
Issou Mahamadou et Mohamed Ousmane. Mohamed Ousmane en tant que président et Issou Mahamadou en tant que premier ministre. Il y a eu ces problèmes d'hommes. C'est ce qui a amené Barry à faire les coups d'État. Le problème d'hommes également a amené Wanké à faire les coups d'État. Aujourd'hui, les événements du 26 juillet 2023, qu'on les veut ou pas, il y a un problème d'hommes dedans. Les événements du 26 juillet, les récents coups d'État que nous avons connus, il y a un problème. C'est l'histoire qui se répète. Malheureusement, comme disait Hegel, l'histoire engendre la vieille plaie. Tout à fait. Il faut le dire. S'il y a intérêt, il faut que nous nous corrigeons. Nous n'allons pas continuer à suivre nos sentiments. Nous n'allons pas continuer à suivre nos égos. Nous n'allons pas les faire. Et maintenant, lorsque vous regardez, ça, c'est du côté... Parce que là, c'est comme si lui, docteur Sido, il a mis l'accent sur la responsabilité de la puissance colonisatrice. Mais nous également, je suis en train de dégager notre responsabilité. Alors là, justement, dans les perspectives, c'est là où j'allais vous poser la question. Alors, docteur, regardez, aujourd'hui, nous commémorons le 3 août, nous commémorons le 18 décembre. Est-ce que dans les perspectives, dans la perspective de la refondation, de la valorisation des valeurs du patriotisme, sous d'autres cieux, les gens sont en train de réclamer la suspension, l'arrêt de ces commémorations budgétivores d'ailleurs. Vous pensez qu'au Niger, faudrait-il continuer à commémorer chaque 18 décembre comme proclamation de la République du Niger? Aujourd'hui, nous sommes dans la 65e année bientôt. Reste à savoir si ça sera commémoré ou pas. Ailleurs, au Mali, nous l'avons vu, la commémoration de la proclamation de la fête des indépendances, parce que ça n'a pas été commémoré. Le budget a été réorienté dans d'autres secteurs sociaux. Pensez-vous qu'au Niger, faudrait-il continuer à commémorer le 18 décembre, à commémorer le 3 août, selon vous? Dans leur contenu, dans leur perspective, dans leur portée, c'est toujours nécessaire, docteur? C'est toujours nécessaire. Je pense que c'est nécessaire, mais sans gaspillage. Aujourd'hui, ça ne coûte rien à un gouverneur d'une région de regarder dans sa région qui maîtrise les événements historiques. Alors, il convoque et les associations des jeunes, tout ce qui est association. Allez-y au gouvernorat, vous allez suivre une conférence sur l'histoire du Niger. Ça coûte combien? D'accord. Donc voilà une façon de commémorer ces dates sans gaspillage. Parce que nous sommes jeunes, nous avons intérêt à savoir qui nous sommes, d'où nous venons et nous partons. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faudrait, même si c'est en termes de conférences, même si c'est en termes d'événements culturels, que ça continue, que ces dates-là continuent à être diffusées, continuent à être valorisées pour que les jeunes apprennent. D'accord. Voilà. Alors, docteur, si nous vous revenons, Oui, vous nous suivez à partir de Zender, vous êtes en ligne avec nous. Alors, je posais la question à l'instant à docteur Zaber avec moi sur le plateau. Je vous pose la même question, docteur. 65 ans après, vous pensez qu'il est toujours nécessaire de continuer à commémorer le 18 décembre? Est-ce que dans leur contenu, il y a des choses qu'il faille revoir, qu'il faille réformer? Nous savons d'ailleurs que c'est des commémorations budgétivores. Dans les perspectives, à partir du 26 juillet, est-il nécessaire que le Niger continue à commémorer le 3 août et le 18 décembre, docteur? À mon humble avis, ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile, c'est inutile. Parce que nous avions dit au départ déjà que c'est des trucs qui ont été octroyés. Et dans le cas de l'octroi, c'était vraiment un cadeau empoisonné qu'on nous a donné. Il faut que nous ayons nos propres référents. Le 26 juillet constitue déjà un départ pour nous. Si on veut, le jour où les Français vont quitter totalement le Niger, au moins l'armée française, et que nous ayons l'alliance avec les États du Sahel complètement, on peut quand même prendre une date. Il ne manquera pas quand même une date importante qui aurait marqué le Niger positivement et qui pourrait effectivement marquer notre départ. Le 3 août, on nous a juste dit, allez, vous êtes devenus une république. C'est vrai que les dirigeants à l'époque, comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est une question de génération. Les luttes sont des questions de génération. Ils ne pouvaient que faire ceci parce que c'était à prendre ou à laisser. D'accord. Ils ont compris les enjeux qui étaient derrière ces prises de décision. S'ils le refusaient, on allait écraser effectivement nos pays. Ok. Alors, docteur, en répondant par la négative, en disant non, qu'il ne faut pas, vous préconisez une suppression totale, tandis que docteur Sanda sur le plateau propose que le contenu soit revu en profitant de ces occasions pour enseigner l'histoire à la jeune génération. C'est une bonne méthode. Moi, je pense qu'il faut d'abord que nous nous débarrassions de toutes les formes de scories coloniales.
Ils nous ont donné, nous pourrions nous-mêmes nous créer nos propres dates. Essayons de trouver nos propres référents. Moi, je ne suis plus d'accord que nous continuons par encore croire que ces dates-là constituent des référents intéressants pour nous. Il nous faut des événements vraiment qui marquent. Le 26 juillet était un départ. Nous pourrions partir. Aujourd'hui, il est inutile de dire que le 3 décembre, nous avions été indépendants. Indépendants sur le papier, mais concrètement dans le fait, après 65 ans, si nous avions de telles crises, cela voudrait dire que notre indépendance n'était qu'une indépendance de façade. Une république qui ne pouvait même pas décider d'elle-même de ce qu'elle veut. Est-ce que réellement c'est une république, s'il vous plaît? Il faudrait que nous soyons au stade où nous allons décider de nous-mêmes, que nous-mêmes nous ayons nos propres références. Ce serait intéressant d'expliquer tout cela à la jeune génération, de leur montrer les idées, les avantages et les événements liés à ces dates, mais il nous faut aussi avoir nos propres références. Décolonisons d'abord nos mentalités, décolonisons notre histoire, décolonisons les faits marquants ou les dates marquantes de la vie de nos nations. Peut-être qu'en ce moment, nous pourrions au moins même chasser le spectre du colonisateur dans nos vies. Alors, ces référents-là, docteur, peut-être on peut supposer pour un membre du gouvernement ou un membre du CNSP qui nous suit présentement, il a peut-être besoin de le connaître. Ces référents, nous parlons à partir du 26 juillet de nouvelles perspectives pour une république du Niger qui puisse répondre aux aspirations des citoyens nigériens. Ces référents, est-ce que vous pouvez mettre en évidence quelques-uns? Alors, un premier référent, c'est d'abord aujourd'hui le fait que nous sommes en train de nous débarrasser de tout ce qu'il y a comme complot d'accords coloniaux. C'est déjà un référent. Moi, je le dis et je vais le répéter. Si le CNSP n'a rien fait, à partir d'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait en dénonçant les accords coloniaux, le départ des troupes, ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est une question de génération. Si on pourrait continuer ainsi, cela veut dire déjà que nous avions un premier référent. Le deuxième référent, Saïd, aujourd'hui, c'est l'Alliance des États du Sahel. C'est notre bouée de sauvetage. L'Alliance des États du Sahel, c'est à peu près 3 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près, au moins, l'ensemble des populations, c'est à peu près 70 millions de personnes. Plus l'ensemble de tous les citoyens du monde qui se retrouvent avec nous, c'est pas moins de 100 et quelques millions. Même cela constitue un marché. C'est un espace. Donc nous avions besoin de ces accords de défense entre nous. Au lieu d'avoir un accord de défense d'une France qui se retrouve à 7 000, 10 000 km de chez nous. Deuxièmement, nous avions une intégration sociale facile qui peut se faire avec nous, puisque nous nous connaissons, ce sont des peuples qui vivent ensemble. Troisièmement, et le plus important, c'est l'intégration économique. Nous demandons au CNSP, nous demandons à l'ensemble des États du Sahel d'aboutir à la question monétaire. Si cela doit prendre du temps, ça va prendre du temps. Que le CFA ne soit plus cette monnaie de change qu'on nous a donnée, qui est la dernière des monnaies au monde, que ça ne soit plus la seule monnaie qui doit gouverner nos pays. Que nous ne puissions plus être dans la situation où nous avions librement choisi d'adhérer à l'UEMOA. C'est aujourd'hui l'UEMOA qui décide de nous étrangler parce que tout simplement nos fonds sont avec l'UEMOA. Il y a problème, donc il y a problème. Il y a problème, effectivement. Et donc, en ce sens, il nous faut nous en débarrasser de ces scories. Et ce n'est pas l'UEMOA en tant que tel. On n'a pas un problème avec les Ivoiriens. Nous n'avions pas un problème avec les Sénégalais. Tous les peuples n'ont pas de problème entre eux. Et même les dirigeants, on n'a aucun problème avec les dirigeants de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Nous avions un problème avec le colonisateur qui les manipule en les faisant aussi les mêmes chantages qu'ils ont continué toujours à faire aux autres. Tout à fait. Et il faudrait quand même que nous arrivions à nous débarrasser de ces choses. Sinon, on va faire comme disent les Hausa, on ne va pas démarrer en ce sens si on reste toujours dans cette situation de spectative. Et il faut que nous ayons des offensives. Il faut que nous soyons plus dans la logique de la défensive, mais nous soyons dans la logique de l'offensive. De l'anticipation pour pouvoir effectivement contrecarrer tous les plans diaboliques que le colonisateur est appelé à mettre en place pour pouvoir nous nuire. À n'importe quel stade de notre développement. D'accord, docteur. Le temps qui nous interpartit malheureusement à sa fin. Alors, docteur, peut-être pour prendre votre mot de la fin, dans les perspectives toujours
Le Nigérien, aujourd'hui, nous parlons de la promotion des valeurs du patriotisme. Aujourd'hui, il y a des concepts nouveaux qui sont nés. On parle de la Boussène, on parle des Antjakassane. Alors, dans ce concept, dans ce contexte nouveau que connaît le Niger actuellement, dans ce contexte, je dirais, prometteur que connaît le Niger avec le CNSP actuellement, quelles sont en tout cas les responsabilités, quelles sont les valeurs qu'il faut mettre en avant pour parler d'une république du Niger qui réponde aux aspirations des Nigériens? Alors, la première valeur aujourd'hui qui nous va essayer, d'où je vais aller très rapidement, c'est d'abord la solidarité. La solidarité. Nous sommes dans une situation dans laquelle l'adversité est telle que même le minimum, on nous le refuse. Et alors, il nous faut entre nous créer les conditions pour qu'au moins, à travers ce que nous avions, nous le partageons ensemble. D'accord, docteur. C'est le premier facteur qui permettra effectivement aux gens de plus ou moins, comment est-ce qu'on dit, amortir le choc de ces décisions. D'accord, docteur. Le deuxième élément, peut-être sur lequel je vais revenir, c'est d'abord qui est d'abord le départ ou le fondement premier même de toute philosophie. Il faut d'abord que nous arrivions à nous connaître. Le narratif qu'on a fait sur nous est un faux narratif. L'ennemi a pu quand même nous inculquer des idées et des valeurs qui sont tout le contraire de ce que nous sommes, qui sont tout le contraire de ce que nous devrions être. Si aujourd'hui il n'y avait pas eu le coup d'État du 26 juillet, on ne saura jamais que le Niger a une certaine valeur aux yeux du monde. Évidemment. Le Niger, dernière nation de la terre, qui puisse arriver à faire des marées ou engager un conseil de sécurité en France, à bouger qui toute fait ébranler les mondiale, États-Unis, qui amène les États-Unis à violer leurs principes les plus sacro-saints. Ouais. Je pense qu'en ce sens, il faut que nous changions le narratif. Et pour changer le narratif, il faut que notre culture soit valorisée. Que ce que nous avions été depuis l'Afrique antique soit connu, enseigné et réenseigné à travers la rue, à travers l'école, la télévision, dans tout un programme de restructuration sociale. D'accord, docteur. Voilà. D'accord, docteur. Le message est reçu, docteur. Nous vous disons une fois de plus merci. Merci Je infiniment. rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université André Salifou des Indes. Merci, docteur, Merci pour beaucoup. ce partage très riche. Merci Nous infiniment. souhaitons un très bon après-midi à Zenda. Merci, le merci pour moi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, on revient sur ce docteur. Ça, nous avons pris, docteur Sudon. La dernière question sûrement, les perspectives d'une république qui répondent aux aspirations des Nigériens aujourd'hui. Dans ce contexte nouveau, dans ce contexte de patriotisme, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, concrètement, pour parler de république, au lieu de parler de république, comme le diraient les jeunes républiques sur papier, vous êtes revenu là-dessus, pour parler d'une vraie république, d'un Niger souverain, un Niger indépendant, qui répondent et qui prennent en compte les aspirations des citoyens nigériens. Alors, précédemment, la question était sur les points forts et les points faibles, même si on a mis trop l'accent sur les points faibles. Maintenant, tout ce qui est positif, c'était un peu les réformes institutionnelles, parce que si vous prenez les coups d'État d'avant celui-là, il avait quand même une certaine réforme institutionnelle jusqu'à 12, donc c'est déjà bon. La réorganisation de la charte de comment on appelle ça, de la société civile, l'organe de communication, tout ça là, on peut les mettre à son actif. Mais maintenant, la Constitution également. Maintenant, aujourd'hui, je pense que si nous avons lu le livre de Salou Gobi, il a écrit Le destin nigérien, le douloureux enfantement de la 4e République, je crois. Dans la préface, professeur Hamani avait écrit le monde regarde le Niger. Et le Niger n'a pas le droit de nous trahir. Le monde regarde le Niger et le Niger n'a pas le droit de nous trahir. Même la même chose que je vais répéter, le monde regarde le CNSP. Ok. Tout le monde regarde aujourd'hui le CNSP. Le CNSP n'a pas droit à l'erreur. C'est vraiment bon de le rappeler. Le même peuple du Niger, celui qui a chanté après le coup d'État de Conté, vive, 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 vive le CNS. C'est le même peuple qui a chanté vive, vive, vive le Conseil national des Sali. C'est le même peuple qui a chanté vive le Conseil de réconciliation nationale de Waké. C'est le même peuple qui a chanté vive le CSRD. C'est le même peuple qui est aujourd'hui en train de chanter le CNSP. Donc dans ça là, le CNSP doit tirer des leçons. Oui, beaucoup de alors, si le peuple est resté tel, comment alors les changer? Parce que
Si nous continuons à dire nous aimons, on n'a pas de changement, les mêmes événements se reproduisent, ça veut dire qu'il va falloir se poser des questions. Beaucoup de questions d'ailleurs. Et c'est cela que je reviens à la solidarité qu'avait évoqué Dr Serdou. Lui-même, dans son propre livre, dans le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Le droit des vétos, elle a parlé de club des parasites dans ses livres, si je me souviens. Et alors, le CNSP doit tout faire pour se séparer du club des parasites. Et dans ce club des parasites, on développe l'assistanat. On développe la solidarité, certes nous la cherchons, mais il ne faut pas que ça se transforme en assistanat. Aujourd'hui, 4 mois après, par exemple, après un coup d'État, nous continuons à chanter la Bossane. Les gens doivent travailler. Il faut dire la vérité. Oui. Mais si les gens attendent à être là assis, on leur amène toujours à manger. Ça veut dire que dans ce système de la Bossani, on va créer un autre type de Nigérien qui ne connaît que manger. Or, aucune nation du monde ne s'est développée dans le portuganisme ou bien être paresseux. Oui. Jamais. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer que c'est le Portugal qui a colonisé le Brésil. La jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas imaginer que c'est l'Angleterre qui a colonisé les États-Unis. Aujourd'hui, quelle distance y a-t-il entre les États-Unis et l'Angleterre? Alors nous devons travailler. Et ce travail-là doit passer par la réforme de notre école. Notre école doit être une école de démocratie. Oui. C'est-à-dire une école de la vie, pour la vie et par la vie. Et qui prennent en compte nos valeurs culturelles aussi. Les journalistes, les chroniqueurs béninois, Jérôme Carlos disait, l'école africaine crée des singes grimaçants et des perroquets récitants. En dehors de ça, nous connaissons quoi? C'est ce qui fait que nous sommes là, on n'a que des théories en tête. Nos camarades physiciens sont là, on n'a que des diarrhées, des formules en tête. Ils quittent la salle, qu'est-ce qu'ils savent faire? Notre école doit changer. Une école de la vie, par la vie et pour la vie. Tu sors de la classe, tu as quelque chose à faire. Tant que nous n'arrivons pas à réorienter notre école vers une école de vie, on risque encore de se retrouver demain. Alors, après, maintenant, c'est la relance économique. Et pour qu'il y ait des relances économiques, il faut amener les gens à travailler. Comme disent les philosophes, le travail à faire de l'homme. Tu travailles, tu deviens homme, tu ne travailles pas, tu deviens autre. Donc, nous avons intérêt à travailler pour notre relance économique. Et enfin, c'est la culture, les changements de nos mentalités. Il faut que tout change. Le CNSP doit voir dans quel contexte nous allons faire ressortir toutes nos valeurs. Et parmi ces valeurs-là, on fait une sélection. Comme dit la chanson Samari, abinda ke kasa Turai na shigowa Niger, abinda ke kwarai na kwarai a tattaro a zaba a yadda mara kyau. On doit faire ça. Nous regardons le monde, qu'est-ce que nous pouvons apprendre des positifs et qu'est-ce que nous devons rejeter. Et comme ça, nous construisons notre pays. Donc il faut une renaissance culturelle, la bonne renaissance culturelle. Docteur, on vient de faire le tour, on me fait signe que nous sommes au thème du temps qui nous était parti. Docteur, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur, vous êtes docteur en géographie, comme vous l'avez si bien rectifié. Amis téléspectateurs, frères et sœurs en islam, vous venez de suivre l'émission Jeunesse Active qui prend fin ici. Il était question pour ce numéro de parler de la République du Niger. Les Nigériens dans la République, 65 ans après, acquis et responsabilités. J'étais en compagnie pour la circonstance de Dr Zaberou Sanda, il est chercheur, il est géographe. Et nous avons eu en notre compagnie Dr Sido Adamou, qui est chercheur également à l'université André Salifou de Zender, que nous avons pris par téléphone. Ce qu'il faut retenir, il y en a beaucoup, nos invités sont largement revenus là-dessus. Je retiens pratiquement que le Niger a de très bonnes occasions, a une très bonne aubaine pour se donner toutes les chances d'être un Niger souverain, un Niger indépendant. Au-delà de la commémoration théorique, la commémoration historique et festive, il faille donner un contenu réel à la République du Niger et au Niger indépendant. Et pour rappel, le contexte actuel, nouveau, né des événements du 26 juillet, nous donne encore une aubaine très prometteuse pour permettre au Niger de retrouver ses lettres de noblesse, pour permettre au Niger de recouvrer sa valeur, sa vraie valeur culturelle, sa vraie autonomie, sa vraie souveraineté et sa vraie indépendance. Et pour cela, les conditions sont nécessaires, notamment la solidarité, la redécouverte de notre patrimoine culturel et ancestral, bien évidemment. Nos invités sont largement revenus là-dessus, mais on doit aussi mettre en avant la question de la religion. Le Niger, c'est un pays musulman. Il ne faut pas oublier que l'islam fait partie ou occupe une place majeure quand on parle des valeurs culturelles ici au Niger.
Ici prend fin Jeunesse Active de ce vendredi. On se donnera rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres occasions. Nous vous remercions d'avoir été fidèles. Merci à toute l'équipe de réalisation. Portez-vous bien. Le programme, il continue sur Bonferré Télé et Radio. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur, merci beaucoup.